Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4062. Aujourd'hui, on parle de population et de communauté. Donc, commençons par définir les deux termes. Quand on parle de population, on parle de l'ensemble des individus d'une même espèce vivant dans un espace commun à un moment donné. Quand on parle de communauté, en fait, c'est principalement la même chose, mais on parle d'espèces différentes. Donc, l'ensemble des populations, c'est le regroupement des populations d'espèces différentes qui habitent dans un même milieu de vie. Finalement, quand on parle d'un écosystème, question de bien comprendre, bien que les écosystèmes vont être traités un petit peu plus tard dans le livre. Donc, ce sont des communautés d'organismes qui interagissent les uns et les autres avec des éléments qui sont non vivants d'un milieu. Donc là, on introduit tout ce qui est non vivant à l'intérieur du milieu, alors que quand on parle des communautés, on parle vraiment des êtres vivants dans le milieu. Maintenant, comment on peut faire pour faire varier cette population-là, donc pour faire varier le nombre d'individus qui va correspondre à ma population? Eh bien, évidemment, le premier, c'est la naissance. Donc, il va augmenter la taille de ma population. Je vais aussi avoir un autre phénomène qui peut augmenter la taille, et je parle évidemment de l'immigration. Donc, si j'ai un nouvel individu qui se présente sur le même milieu. Au contraire, l'émigration, eh bien, à ce moment-là, je peux avoir, ça va causer une diminution de ma population. Et la mortalité aussi peut causer une diminution de ma population. Maintenant, comment on peut faire pour dénombrer une population? Donc, pour savoir le nombre d'individus qu'il y a dans une population, parce que ça va être important pour comprendre quelle est la biodiversité, si un milieu a une bonne biodiversité ou non. Et aussi pour pouvoir voir l'évolution d'une population. Donc, la première chose pour les dénombrer, eh bien, ça va être simplement de les compter. Donc, les compter un par un. Sauf que le problème, c'est que des fois, ils sont plusieurs. Et quand ils sont plusieurs, ça peut rapidement devenir un peu long. Donc, la deuxième façon de compter, c'est d'y aller par la méthode de parcelle de terrain. Donc, à ce moment-là, je vais avoir une parcelle et je vais compter le nombre d'individus à l'intérieur. Et à ce moment-là, je vais simplement dire, ben, ma taille de la population, ça doit être proportionnel. Donc, si dans les parcelles que j'ai calculées, j'ai un certain nombre d'individus par aire de parcelle, eh bien, si je multiplie par l'aire totale du terrain, bien, je vais avoir la taille totale de la population. Mais évidemment, il faut calculer que pour utiliser cette méthode-là, ben, je dois absolument avoir un milieu où je suis relativement uniforme, donc un milieu homogène, où je vais avoir des espèces qui vont être présentes de façon vraiment uniforme sur le territoire, donc que je peux estimer que les parcelles de terrain que j'ai choisies sont représentatives de l'ensemble de mon aire totale de terrain. Le problème, c'est que si mes individus bougent pendant que je fais ma méthode de parcelle de terrain, eh bien, je suis obligé de recommencer. Donc, c'est pas cool. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais utiliser? Parce que si j'ai des animaux, je ne peux pas les empêcher de bouger bien. Donc, je vais utiliser le principe de capture-recapture. Donc, à ce moment-là, le calcul se fait comme suit. Bien, le nombre d'individus marqués divisé par le nombre d'individus marqués et recarré. Donc, évidemment, ça prend 2 captures à ce moment-là. Multiplié par le nombre d'individus capturés la deuxième fois, va me donner la taille de ma population. Comme je vous l'ai dit, au niveau de la méthode de parcelle de terrain, il faut que je m'assure que mon milieu soit homogène. Si mon milieu n'est pas homogène, ça va être plus difficile pour moi de faire des parcelles de terrain.
Donc, comment les éléments peuvent se répartir sur le terrain? Ben, je peux avoir un milieu qui est par agrégat, autrement dit, je vais avoir des regroupements de personnes qui vont se former, des regroupements d'individus, devrais-je dire. Je peux avoir un regroupement qui est plutôt uniforme, donc on peut penser par exemple à une forêt où est-ce que je vais avoir des arbres qui sont répartis de façon plutôt uniforme à l'intérieur de ma forêt, ou je peux avoir quelque chose d'aléatoire, donc qui est entre l'agrégat et l'uniforme. Autrement dit, je vais avoir des groupes à un endroit, puis je vais avoir des individus plus clairsemés à un autre. Et cette troisième type-là, ben c'est là où est-ce que je ne pourrais pas utiliser la méthode de parcelle de terrain parce que mes parcelles sont représentatives de l'ensemble de mon territoire. La densité de population, donc pour être capable de calculer cette densité-là, bien c'est très simple, c'est le nombre d'individus divisé par l'espace occupé par ces individus. C'est ce qui va nous donner notre densité de population. Évidemment, je vais avoir des facteurs qui vont influencer cette densité de population-là. Donc, je vais avoir ces facteurs-là qu'on appelle des facteurs écologiques. Je vais pouvoir les diviser en deux types, les facteurs abiotiques et les facteurs biotiques. Dans les facteurs abiotiques, ce sont des facteurs qui ne sont pas liés directement à la vie. Donc, on peut parler par exemple de la quantité de lumière, du pH du sol ou de l'eau si j'ai un biome qui est aquatique. On peut parler de la température, du climat, de l'épaisseur de neige. Évidemment, l'épaisseur de neige va, par exemple, pour un cerf, eh bien, il va devoir être capable de trouver sa nourriture quand même à travers la neige, donc ça peut avoir une influence. Je peux parler du cycle des saisons. Il y a certaines populations qui vont migrer pendant l'hiver. Et je peux parler aussi de cataclysmes. Donc, s'il y avait une éruption volcanique ou un feu de forêt, où je vais avoir une transformation profonde d'un écosystème. Et donc, ça va avoir un impact direct sur ma densité de ma population. Au niveau des facteurs biotiques, j'ai dit que c'était lié aux êtres vivants. Donc à ce moment-là, je peux parler de maladies, de quantité de nourriture disponible. Je peux parler de prédation, de compétition. La compétition, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, il y a deux types de compétition. En fait, il y a trois types de compétition. Je peux lutter pour un territoire, je peux lutter pour de la nourriture, ou je peux lutter pour la reproduction. Donc, je peux lutter pour une femelle. Dans les trois cas, évidemment, ça peut influencer ma densité de population parce que si j'ai une quantité de nourriture limitée par rapport à une population qui est trop grande par rapport à cette quantité de nourriture, mais ça va être seulement les mieux adaptés à leur alimentation qui vont pouvoir survivre. Les autres vont mourir, donc ça va faire baisser ma densité de population à ce moment-là. Et évidemment, l'activité humaine peut avoir une influence aussi, spécialement quand on coupe des forêts pour pouvoir implanter des quartiers résidentiels, ou si on assèche des marécages pour pouvoir implanter des secteurs résidentiels ou des nouvelles constructions. Mais dans les deux cas, je vais avoir des situations où est-ce que je vais modifier encore une fois profondément l'écosystème, et donc ça va avoir un impact sur mes densités de population. Quand on parle d'un facteur limitant, je vous en ai parlé tantôt, c'est quand on manque de ressources pour l'ensemble de la population. Donc, autrement dit, ça va avoir un effet de réduire la densité de la population. Si, par exemple, j'ai une quantité de nourriture limitée pour une raison X, Y, Z, par exemple, il y a eu un feu de forêt et j'ai moins de végétaux pour nourrir mes animaux, eh bien, mes animaux vont décliner, la population d'animaux vont décliner par manque de nourriture. Évidemment, qui dit être vivant dit interaction entre les différents êtres vivants. Donc, évidemment, je vais avoir différents types d'interactions avec lesquelles je vais pouvoir travailler. Le premier que je vais vous présenter, c'est une interaction qui est gagnant-perdant. Donc, évidemment, c'est la prédation, où je vais avoir un être vivant qui va se faire manger par un autre être vivant. Donc, c'est gagnant pour le prédateur parce qu'il mange, mais c'est perdant pour la proie parce qu'elle se fait manger. Je peux aussi avoir le parasitisme qui est un peu le même type d'interaction gagnant-perdant. Donc, quand on parle de parasitisme, on parle d'un parasite, donc on parle d'un champignon ou d'un insecte qui vont affecter généralement un végétal ou dans certains cas des animaux. On peut parler par exemple de la lamproie avec certains types de poissons ou du varroa destructor avec les abeilles. Donc ce sont des organismes qui vont profiter de leur hôte sans nécessairement les tuer pour les manger. C'est
simplement qui vont utiliser le système digestif, par exemple, de leur hôte pour pouvoir survivre. Je peux aussi avoir des systèmes où est-ce que je suis perdant-perdant. Donc, on peut parler, par exemple, de la compétition entre deux êtres vivants qui veulent avoir la même nourriture. Donc, c'est un type. Mais je peux aussi avoir le contraire, qui est le mutualisme, qui est une situation gagnant-gagnant. L'exemple typique, c'est évidemment l'abeille et la fleur. Donc, l'abeille qui va polliniser la fleur, mais qui en même temps va se nourrir du sucre de la fleur. Donc, c'est une situation qui est gagnant pour l'abeille parce qu'elle a le sucre et gagnant pour la fleur parce qu'elle est pollinisée. Plusieurs insectes vont pouvoir jouer ce rôle-là. Dans certains cas, en plus, la fleur va offrir une protection à l'insecte. Donc, c'est un cas de différents cas de mutualisme. Et finalement, il y a la situation commensalisme, où est-ce que ça va être gagnant pour une espèce et l'autre espèce s'en fout bien. Donc, on peut parler du nid de guêpe dans un arbre. Pour l'arbre, ça ne change absolument rien à sa vie d'avoir un nid de guêpe à l'intérieur, mais pour la guêpe, c'est gagnant parce qu'il s'abrite de ses prédateurs. Donc, ce sont les différents types d'interactions entre les espèces. Et évidemment, ces interactions-là vont avoir une influence sur la densité de population de mes différentes espèces. C'est ce qui va créer ce qu'on appelle des cycles biologiques où, évidemment, plus j'ai de nourriture, plus je vais avoir de prédateurs. Donc, la quantité de lions va augmenter si j'ai plus de zèbres. Mais si j'ai plus de lions, je vais avoir moins de zèbres. Donc, ça va faire diminuer ma quantité de zèbres. Et si j'ai moins de zèbres, je vais avoir moins de lions. Et de cette façon-là, je vais avoir des cycles qui vont s'installer dans la nature, dans les densités de population, autant de mes prédateurs que de mes proies, qui va être évidemment liés l'un avec l'autre. Maintenant, je vous ai parlé de biodiversité. Laissez-moi simplement vous expliquer comment on évalue la biodiversité dans un milieu. Donc, la biodiversité s'évalue non seulement par le nombre d'espèces qui est présent, mais aussi par l'abondance relative. Je m'explique. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir le nombre d'espèces, évidemment, au niveau de la richesse spécifique, mais au niveau de l'abondance relative, c'est de calculer le pourcentage d'individus d'une espèce par rapport au nombre d'individus dans la communauté. Donc, évidemment, ici, j'ai un exemple où est-ce que j'aurais une savane africaine et avec leur abondance relative. Eh bien, si je me retrouvais à avoir 80% du milieu qui est habité par une seule espèce, à ce moment-là, l'abondance relative nous montrerait une biodiversité qui est plus pauvre. Donc, c'est vraiment les deux critères qui vont contribuer à ce qu'on appelle une biodiversité. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.